Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Touchdown Actu. Nouvelle pastille aujourd'hui, chaque jour une pastille. On s'intéresse à une équipe tous les jours jusqu'au début de cette saison régulière. Et pour m'accompagner comme hier et comme demain, aujourd'hui Raphaël Masmejean depuis un autre hémisphère. Salut Lucas, salut à toutes et à tous et ravi de te retrouver. Et oui, depuis un autre hémisphère. J'ai réfléchi dans ma tête, je suis retracé l'équateur en me disant attends, je suis bien dans un autre hémisphère, mais oui, c'est bon. Ouais, j'aurais pu. Bon, c'est bon, je suis bon, oui, parce Ouais, que ouais. Raphaël est en direct depuis l'Indonésie, hein, si vous ne le savez pas désormais, vous le savez. C'est vrai qu'on trace l'équateur. Normalement, l'Indonésie, normalement, est dans l'hémisphère sud. Bon, faudrait que je vérifie. C'est vrai qu'il faudrait pas que je dise de bêtises. Non, non, c'est bon, mais t'as une partie enfin une des grosses îles de l'Indonésie, Sumatra pour être précis, est au-dessus de l'équateur. Ok, aujourd'hui dans le podcast Géographie, on va parler de l'Indonésie et de cet archipel. Non, mais bon, voilà, bon, on est bon, un autre hémisphère. Je ferai plus de, je ferai plus de, ouais, je vais plus tenter de, je vais plus prendre de risques. Mais il me semblait bien que ta partie était dans l'hémisphère sud. Donc depuis l'hémisphère sud, eh bien, Raphaël Masmejean va nous parler d'une équipe qui est dans le sud des États-Unis, qui normalement est pas dans l'hémisphère sud, hein, si ma géographie est bonne. Les New Orleans Saints depuis la Louisiane, donc un des États les plus au sud des États-Unis, les Saints de la Nouvelle-Orléans qui ont terminé la saison l'an passé avec 5 défaites, 5 victoires seulement, pardon, pour 12 défaites. Ils ont terminé quatrième de leur division de la NFC Sud. Bien entendu, ils n'ont pas fait les playoffs. Et du coup, cette intersaison, les dirigeants ont décidé de tout changer. Exit Denis Allen. Exit Darren Rizzi aussi, le coach intérimaire qui avait pris la place de Denis Allen. Et ils ont fait venir un nouveau coach, un coach offensif cette fois, on peut le dire, Kellen Moore, qui a été vu notamment à Dallas, qui a été coordinateur offensif des Eagles l'an passé. Et désormais, c'est vrai que c'est un gros changement de stratégie pour les Saints qui ont eu, on s'en rappelle, Sean Payton, qui était un coach, on va dire, plutôt défensif. Denis Allen a pris la suite, lui qui était le coordinateur défensif de Sean Payton. Désormais, on va se tourner vers l'attaque, entre guillemets. Sauf que le problème pour Kellen Moore, c'est que l'effectif, il est quand même très moyen, si on veut être gentil. Ils n'ont gagné que 5 matchs l'an dernier et les principales recrues, en tout cas sur le marché des transferts, elles s'appellent Justin Reed, Brandon Cooks, Davon Gocho. Donc rien de vraiment transcendant et surtout pas forcément du très jeune pour un Kellen Moore qui lui est jeune et arrive peut-être pour construire quelque chose. Donc avant de rentrer en profondeur dans cet effectif, Raph, qu'est-ce que tu penses de cette stratégie des Saints de la Nouvelle-Orléans? Il fallait un changement de coaching, donc ça me paraît être la solution logique, hein, d'avoir viré tout le monde et de repartir à zéro. Le choix d'un coach offensif, pourquoi pas? Kellen Moore, ça fait quelques années qu'il a une petite cote quand même et qui frôle le poste de head coach et il l'a enfin du côté des Saints. Je pense que la stratégie des Saints, on y reviendra, elle est avant tout liée, enfin le choix d'un coach offensif et donc de Kellen Moore, elle est avant tout liée à ce qui va se passer au poste de quarterback, avec l'idée d'avoir un coach qui va être capable d'un peu modeler le futur quarterback des Saints. Et donc tout part de là. Ça marche pas toujours. Ce choix-là marche pas toujours, mais ça peut aussi fonctionner à l'image à l'image d'un Andy Reid qui a su modeler un Patrick Mahomes, notamment par exemple ces dernières années. Alors je suis pas sûr qu'ils auront autant de succès, mais c'est un autre sujet. Mais bon, disons que ça peut marcher. Donc voilà, c'était la stratégie. C'est un coach offensif pour moduler l'attaque. De toute façon, c'est dans l'air du temps, on va dire, les coachs un peu plus offensifs. C'est vrai qu'ils ont un peu plus la cote ces dernières années. Donc le choix me paraît intéressant en tout cas. On va voir ce que l'avenir réserve. Ouais, encore que je trouve que ces dernières années, l'année dernière et cette saison, on en parlera demain notamment, on est revenu sur des bons vieux coachs défensifs qu'on aime bien, les Sean Payton, les Harbaugh, les Pete Carroll, les coachs Hum, qui, on le sait, apportent de la stabilité, en tout cas hum, défensivement. hum. On en parlera demain justement de Pete Carroll, on aura l'occasion. Mais pour rester donc sur ces Saints, on l'a dit hein, hier notamment, hein, et vous en avez l'habitude, on va parler des points forts, des points faibles, on va parler du facteur X aussi, mais là parlons du quarterback parce que c'est vraiment la grande question aussi qu'il y a sur ces Saints, sur cette franchise, parce que il y a eu une annonce de retraite. Alors, surprise, je sais pas, mais en tout cas, Derek Carr, qui était le quarterback titulaire l'an dernier, a annoncé sa retraite et ça a posé beaucoup de questions au poste de quarterback parce que, à l'heure actuelle, aujourd'hui, quand on enregistre ce podcast, on ne connaît toujours pas le titulaire officiel des Saints pour la saison qui arrive. Ils sont quatre
et il n'y en a aucun des quatre qui n'a gagné un match en NFL. Il y a deux rookies, forcément, ils n'ont jamais joué en NFL. Il y a Tyler Shough et Hunter Dekkers. Et il y a deux joueurs qui étaient là l'an dernier, Spencer Rattler et Jake Haener. Mais eux n'ont jamais gagné l'an dernier, puisqu'ils ont fait sur 7 matchs 0 victoire, 7 défaites. On pensait que Spencer Rattler avait la cote. C'est lui qui est pour l'instant pressenti comme titulaire, sauf que Taylor Shough a été plutôt pas mal sur le premier match de pré-saison. Donc on ne sait pas trop. Et c'est une vraie question qui va se poser. Et tu parlais de Patrick Mahomes dans Direct tout à l'heure, c'est un peu caricatural, mais je vois pas de Patrick Mahomes là. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que les rookies, l'un des deux rookies sera le futur Patrick Mahomes et que Kellen Moore sera en Direct. Mais c'est vrai que là, ça ne fait pas rêver vraiment pour les Saints. Tyler Shough qui a été sélectionné au deuxième tour de cette draft, on le rappelle. Non, mais c'est le point faible clairement de cette équipe des Saints, c'est cette escouade de quarterback, ce poste de quarterback. On est à peine 3 semaines de la reprise. Comme tu l'as dit, on ne sait même pas qui va être titulaire. On a quand même un Tyler Shough qui est quand même pris au deuxième tour, mais de ce que je comprends et lis des analystes draft, c'est quand même une petite surprise d'avoir été le chercher au deuxième tour. Il avait pas non plus une si grosse cote que ça, donc bon, peut-être que les Saints sont une nez creux, mais ça sent quand même, ça pose beaucoup de questions. C'est la pire escouade de quarterback de la ligue. Ça va être un énorme point faible toute la saison. Sauf vraiment miracle, c'est ce qui va leur coûter bon nombre de matchs cette année. Et c'est en ça qu'en intro, je disais que je parlais de Kellen Moore moduler un quarterback à l'avenir. C'est qu'en fait, je suis même pas sûr que les quarterbacks que Kellen Moore a cette année, le projet, ce soit un de ceux-là. C'est peut-être juste quatre gars un peu en attendant l'an prochain et d'en prendre à nouveau un l'an prochain, mais avec un meilleur choix de draft. Je serais pas surpris que le vrai projet soit celui-là. Ouais, je pense aussi, je suis assez d'accord avec toi. Déjà, quand on parle d'escouade de quarterback, c'est déjà très mauvais. Oui, c'est clair. On est, on va le dire, on est le 11 août et on parle d'escouade de quarterback. Généralement, c'est vrai que c'est pas bon signe et je suis d'accord avec toi, c'est le gros point faible de cette équipe. Et c'est vrai que c'est là où on a été, j'ai été un petit peu surpris de les voir prendre un quarterback au deuxième tour qui, en plus, tu l'as dit, n'était pas forcément attendu ici. Pourquoi pas continuer de construire en se disant que de toute façon, le quarterback du futur, il n'est pas là. Il n'est pas forcément à la draft au deuxième tour parce que les meilleurs ont été draftés déjà. Et essayons de construire autour et puis prenons ce quarterback l'année prochaine. On parle beaucoup forcément d'un Manning qui pourrait arriver l'année prochaine si tout se passe bien pour lui à la draft. On connaît les liens avec la Louisiane notamment. Donc on parle beaucoup de ça pour les Saints, mais on n'en est pas là. C'est vrai que peut-être la pire des choses qui pourrait arriver, c'est qu'un Taylor Shough soit plutôt OK, leur fasse gagner quelques matchs, pas Mm. assez pour avoir de la valeur en NFL pour la franchise, mais assez pour ne pas être dans les premiers ou deuxième choix et ne pas avoir la main sur le quarterback de l'année prochaine, pardon. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu surprenant pour moi et c'est vrai que je suis d'accord avec toi que pour moi le quarterback du futur il n'est pas là et qu'Ellen Moore va devoir un peu construire autour d'abord pour après y mettre la dernière pièce ou en tout cas mettre quelqu'un qui va pouvoir faire monter. On parlait de retraite et on continue dans les points faibles de cette équipe. Il y a une autre retraite qui a été encore plus surprenante, celle-ci, c'est l'annonce de la retraite de Tyrann Mathieu, le Honey Badger, qui a récemment annoncé qu'il allait arrêter sa carrière, qu'il a arrêté sa carrière et ça laisse un gros trou dans le troisième rideau de cette défense, parce que parlons aussi de cette défense, on a parlé du quarterback, mais cette défense des Saints qui quand même fait peur, on peut le dire, et moi notamment sur le troisième rideau, elle me fait vraiment très peur parce que les deux cornerbacks titulaires de l'an dernier ne sont plus là. Marshall Lattimore a été tradé, Paulson Adebo est parti aux Giants, Tyrann Mathieu, lui, a annoncé sa retraite, et donc il reste Kool-Aid McKinstry, le cornerback de deuxième année, qui a été drafté l'an dernier, et Alontae Taylor, notamment sur les postes de cornerback. C'est vrai que c'est vraiment pas reluisant pour moi pour cette défense. Qu'est-ce que tu en penses? Non, non, c'est pas reluisant. Ça peut être effectivement un point faible. Après, je- comment dire, je pense qu'il y a quand même peut-être un potentiel pour que ces deux joueurs-là, je pense notamment à Lante Taylor et McKinstry, soient un peu meilleurs, progressent en deuxième année. Moi, j'aime bien quand même l'arrivée au poste de safety de Justin Reed. Ça a toujours été un joueur très solide du côté de Kansas City. Je pense qu'il peut être encore solide à New Orleans. Donc, je suis d'accord, ça fait beaucoup de peu. Donc, on peut en faire un point faible, mais je suis à la limite plus inquiet honnêtement par la ligne défensive que par l'arrière-garde. Tu vois, si je devais préciser dans les points faibles,
Moi, j'avoue qu'en dehors de Carl Granderson sur la ligne défensive, Chase Young a été quand même médiocre l'an dernier. Cameron Jordan, j'ai pas son âge en tête, mais il commence quand même Je crois qu'il a 36 ans, il me semble. ouais, ça commence un peu à peser. La paire intérieure de nos tackles, pareil, j'en suis pas extrêmement convaincu. Moi, c'est plus la ligne défensive qui vraiment m'inquiète que le backfield où j'ai presque envie de croire qu'il y a peut-être des éléments pour que ça se passe mieux. Cameron Jordan qui a eu 36 ans hier, en effet. Donc Ouais. c'est vrai qu'il est plutôt jeune et je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est peut-être la pire ligne défensive de la ligue. Quand on prend ça globalement, que ce soit dans le run-stop, l'an dernier, c'était 141 yards encaissés au sol par match. Et tu l'as dit, ça a pas forcément, il n'y a pas eu forcément de gros changements. Il y a Davon Gocho qui est arrivé, mais c'est vrai que ça fait pas forcément rêver. Si on parle de pass rush, il n'y a personne qui a plus de 7,5 sacs l'an passé. C'est Brian Brissy qui a 7,5 sacs. Donc c'est vrai que cette ligne-là, elle fait peur. Et globalement, je suis d'accord avec toi, s'il faut prendre la pire ligne dans cette défense, je prends la ligne défensive. Mais disons que c'est quelque chose qui s'ajoute. C'est ça, plus ça. Hmm. Il y a un petit peu que les linebackers qui peuvent relever un petit peu le niveau dans cette Hmm. défense. Notamment les linebackers intérieurs, des Mario Davis et Pete Werner, qui sont plus forcément tout jeunes, mais qui sont pour moi des valeurs sûres à ce poste-là et qui vont devoir faire du bien parce que vraiment, autour, je suis d'accord, je mettrai quasiment toute la défense, à part ces deux joueurs-là, dans les points faibles parce que vraiment, ça risque de prendre des points à New Orleans. Oui, oui, ça risque de prendre des points comme toi. Moi, je trouve que c'est une bonne paire de linebackers intérieurs. Malheureusement, en tout cas, je fais partie de ceux qui considèrent que c'est peut-être le poste le moins important d'une défense NFL, middle linebacker, et j'aurais presque tendance à dire qu'il vaut quand même mieux des très bons pass rushers, des très bons cornerbacks que des très bons middle linebackers. On pourra toujours me sortir des contre-exemples, mais globalement, si je dois choisir, je préfère quand même un modèle inverse. Donc, Werner et Demario Davis vont devoir faire, comme tu dis, beaucoup pour combler les lacunes, notamment du premier rideau. Ça va être compliqué. Donc oui, c'est une défense qui va leur coûter quelques matchs, mais il y a quelques joueurs quand même de talent, je trouve. Donc je pense qu'ils vont être faibles, mais pas ridicules non plus. Bon. On a parlé de cette défense, on a parlé des deux linebackers intérieurs qui sont à peu près le rayon de soleil de cette défense, on a parlé des quarterbacks qui pour l'instant font peur, en tout cas de ce groupe de quarterbacks qui fait peur. Est-ce qu'il y a des choses qui te rassurent un petit peu, qui te donnent envie de regarder ces Saints, qui te disent que ces Saints peuvent aller dans la bonne direction? Est-ce qu'il y a des points forts tout simplement? Ouais, je pense qu'en point fort, le jeu au sol devrait encore bien fonctionner. On a vu un Alvin Kamara l'an dernier qui a été bon, malgré le fait que le jeu aérien est en grande difficulté. Il a quand même réussi à tirer son épingle du jeu. Kellen Moore, on l'a vu hein, quand il était notamment chez les Eagles, parvenait. Alors bien sûr, à Philadelphie, il y a une meilleure ligne offensive, enfin, il y a beaucoup de choses qui aident à ce que le jeu au sol ait été très bon l'an dernier et ces deux dernières saisons du côté de Philadelphie. Mais je pense que Kellen Moore peut quand même faire performer ce jeu au sol avec Alvin Kamara, des Kendre Miller, des Clyde Edouard-Helaire en coureur numéro 2, numéro 3. Pour moi, c'est un comité qui peut aussi apporter, qui peut aider. Donc je pense que ça va bien courir globalement du côté des Saints. Donc ça, c'est déjà un point positif par rapport au quarterback qui sera derrière le centre, d'avoir quand même un jeu au sol qui va pouvoir l'aider. Et il y a des joueurs qui ont du talent au poste de receveur, même si on les voit pas toujours. On verra ce qu'ils donnent, mais il y a quand même des joueurs qui savent réceptionner le ballon. Ouais, et quand tu dis ça, tu parles notamment de Chris Olave. On va rentrer dans le vif du Hmm. sujet. Parce que pour moi, c'est le facteur X. On parlera du tien tout à l'heure. Mais pour moi, Chris Olave, c'est le facteur X parce que c'est la grande question de cette équipe. Parce que, on l'a vu, il n'y aura pas de quarterback de renom. Il n'y aura pas de star pour lui envoyer le ballon. Et donc, il y aura une solution un petit peu au rabais. Et donc, pour aider un quarterback qui est soit rookie, soit qui n'est pas forcément très performant, il faut un vrai numéro un. Il faut un receveur numéro un qui est capable d'élever son quarterback. Et je pense que Chris Olave a cette capacité. Parce que quand il est en forme, pour moi, c'est un joueur qui peut faire des différences. C'est l'un des très bons receveurs, voire un des meilleurs receveurs de cette ligue. Le problème, pour lui, c'est la santé. Il a des problèmes de Hmm. commotion. Et en plus, on sait que c'est des parties de la santé qui sont très compliquées à gérer et qui peuvent en plus mettre fin à des carrières très rapidement. Il a déjà eu 4 commotions avérées dans sa carrière. Il a joué que 8 matchs l'an dernier.
Donc s'il revient à son meilleur niveau, pour moi, ça peut faire très mal et ça peut élever un petit peu le niveau de cette attaque, le niveau de ce quarterback, le niveau de, de ce jeu au sol aussi, hein, parce qu'on le sait, les airs peuvent aider le sol. Mais c'est vrai que on n'est pas sûr de devoir parier sur Chris Olave et notamment quand on parle de commotion. Et en plus, derrière, quand on regarde les receveurs qu'il y a Rachid Shahid qui, lui, est pour moi un très bon numéro 2 aussi. Quand il y a un Mm. vrai numéro 1, il peut être un très bon numéro 2, mais lui, il a encore moins joué l'an dernier, il a joué que 6 matchs. Donc c'est vrai que là, c'est compliqué. Brandon Cooks, il a du talent, mais il a 31 ans. Si c'est un numéro 3, c'est très bien, je pense. Mm. Mais voilà, tout ça découle de ce que va faire Chris Olave. Si Chris Olave est là et est bon, les autres peuvent l'être aussi. Et pour moi, c'est vraiment ce gros point d'interrogation, le groupe de receveurs, et notamment Chris Olave. Oui, t'as raison, c'est un gros point d'interrogation, d'autant plus que si Olave est pas là, pour moi, c'est un point d'interrogation qui devient presque point faible. Parce que tu l'as dit, Shahid qui revient, qui est pas un numéro un mais qui devrait être numéro un qui revient en plus de blessures, Brandon Cook, enfin bon, ça commence à faire beaucoup. Donc ouais, ça va être un facteur important pour le quarterback qui sera au centre pour essayer de faire au mieux. Il aura besoin d'un grand Chris Olave, d'un très bon receveur numéro un. Donc oui, je te rejoins. Disons que si Chris Olave est là, que l'attaque au sol marche, c'est vrai que c'est une attaque qui peut aller embêter quand même, qui pourrait embêter quelques équipes. Alors pas toutes parce qu'elle va être limitée par son quarterback, mais qui pourrait en tout cas faire mieux que ce qu'on pourrait penser. Tu avais, toi, un autre facteur X. Tu en as un petit peu parlé. Moi, spoiler, mais moi, je l'ai mis dans les points forts. Mais je vais te laisser débattre un petit peu sur ton facteur X. Oui, Factor X, j'ai mis Kellen Moore et plus globalement son staff, hein. On a Brandon Staley en coordinateur défensif qui a été head coach des Chargers. Tu as Doug Nussmeier qui était l'ancien coach des quarterbacks des Eagles qui devient un coordinateur offensif qui a aussi sa petite réputation, sa petite cote. Donc c'est vrai que ce staff-là a un certain CV et m'intrigue sur ce qu'ils peuvent obtenir de ce groupe, tout en sachant tout en pensant aussi que cette année, ils sont surtout dans une revue d'effectifs, où à mon avis, ils vont plutôt vouloir voir sur qui ils peuvent compter à partir de l'an prochain, plus que vraiment chercher à obtenir un certain nombre de victoires. Donc oui, j'avais Kellen Moore en Factor X dans le sens quelle patte il arrive à imposer, qu'est-ce qu'il arrive à apporter, et est-ce que les Saints, dès sa première saison, malgré les trous dans l'effectif, finalement arrivent à être une équipe intéressante et crédible. C'est ça qui va m'intéresser. Après voilà. Et si on veut être en termes et pour compléter peut-être la ligne offensive sans tout citer, la ligne offensive m'intrigue aussi. On a beaucoup de joueurs. On a Kelvin Banks qui est arrivé, qui est un joueur du premier tour. Fuaga l'an dernier est un joueur du premier tour. On a quand même beaucoup d'anciens premiers tours sur cette ligne offensive. Si Kellen Moore arrive à bien les faire bosser ensemble, ça peut aussi être une vraie bulle de respiration pour le quarterback. Donc intrigué par ça. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et plus qu'intrigué, moi je pense que c'est vraiment une très bonne pioche parce que tu l'as dit, il avait un petit peu comment dire, il avait cette hype, en tout cas ça fait quelques années que il est pas loin d'être coach Mm. principal. Alors on peut se dire que aussi s'il l'a jamais été, c'est que peut-être que les dirigeants n'avaient jamais vraiment vu en lui un coach principal, mais en tout cas les Saints ont décidé de prendre le parti de le mettre à la tête de la franchise et je pense que c'est une bonne pioche parce que comme tu l'as dit cette année, ça va être l'idée, la fameuse idée d'installer une culture de mettre en place quelque chose pour que les joueurs qui arriveront plus tard, la saison d'après, la saison 2, la saison 3, s'intégreront dans cette culture et arriveront à progresser tous ensemble. Et le recrutement de Brandon Staley au poste de coordinateur défensif, pour moi aussi, c'est une bonne pioche parce que je pense qu'il y a des entraîneurs qui ne sont pas forcément faits pour être coachs principaux, mais par contre qui peuvent être très bons en coordinateur, qu'ils soient offensifs ou défensifs. Josh McDaniels, par exemple, qui n'est vraiment pas, on l'a vu, un coach principal, mais pour le coup, qui est un plutôt bon coordinateur offensif. Je pense que Brandon Staley est un bon coordinateur défensif. Ça n'a pas marché aux Chargers en tant que coach principal, mais là, je pense qu'il peut voilà, installer cette culture dans cette défense qui, on l'a dit, a beaucoup de trous, beaucoup de lacunes, et on ne va pas attendre d'elle qu'elle devienne une défense top 10, mais voilà, installer des choses, mettre en place un système pour pouvoir faire rentrer des joueurs au fur et à mesure. Donc pour moi, c'est un point fort, mais c'est vrai que c'est encore des points d'interrogation quand même, parce que Kellen Moore n'a jamais coaché une équipe au plus haut Mm. niveau.
Donc on va voir ce que ça donne. Et justement, le calendrier des Saints qui est plutôt favorable, hein, vous allez le voir, parce qu'ils reçoivent d'abord les Cardinals, ils reçoivent ensuite les 49ers, ils iront aux Seahawks, ils iront aux Bills, ils recevront les Giants, ils recevront les Patriots, ils iront aux Bears, réception des Buccaneers, déplacement aux Rams et aux Panthers avant la semaine de repos, réception des Falcons, déplacement à Miami, déplacement à Tampa Bay, on va rester en Floride là sur les deux matchs, réception des Panthers et des Jets, et puis on terminera la saison avec deux déplacements, un aux Titans et un aux Falcons. Le calendrier, je le dis, il est abordable parce qu'ils croisent avec l'AFC Est et donc ils sont dans cette NFC Sud qui est forcément pas la meilleure des divisions. Qu'est-ce que tu imagines comme pronostic pour cette équipe des Saints, Raph? J'ai mis 4 victoires malheureusement. Malheureusement pour eux, je trouve que le calendrier est pas forcément facile et surtout comment dire ce problème au poste de quarterback à l'instant T là, m'empêche de les voir gagner beaucoup de matchs. Je vois. Tu me dis qu'ils en gagnent moins que 4, je suis pas surpris. Allez, en grand plafond, je les vois 6 victoires peut-être, 6-7. Vraiment, si tout se passe bien, Kellen Moore est un génie du coaching, tout ça, peut-être 6-7 victoires, mais pour le moment, je les vois plutôt à 4-5 parce que j'ai aucune idée si c'est un génie pour le moment, donc voilà. Ouais, moi, j'ai mis 5 victoires. On est plutôt alignés. J'ai mis 5 victoires. Peut-être que je les ai vus un peu trop haut. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, alors il y a des matchs très difficiles. Forcément, quand ils vont jouer à Buffalo, quand ils vont jouer peut-être à Los Angeles pour affronter les Rams. Mais je trouve quand même qu'il y a des matchs qui sont plutôt abordables. Déjà, ils vont jouer les Panthers à deux reprises cette saison. Ils se déplacent dans le Tennessee pour jouer les Titans. Ils jouent deux fois les Falcons. À voir ce qu'on pense des Falcons. Mais Mm. est-ce qu'on le sait en plus sur les matchs de division, les Saints ont toujours tendance à faire du grabuge. Ils reçoivent les Patriots. Ils se déplacent à Chicago. Donc pour moi, c'est vrai que le calendrier, il y a manière, il y a moyen en tout cas, même sans un quarterback très bon, d'aller gagner quelques matchs. Voilà, je peux m'accorder sur 4, comme tu l'as dit, aller grappiller 4 matchs, ce qui les mettrait en bonne position pour avoir le premier choix de la future draft. Et je pense que ça doit être l'objectif, en tout cas pour les Saints, d'aller chercher un quarterback et d'aller chercher le quarterback du futur, parce que là, la vision du futur des Saints serait différent. On s'accorde sur un 4-13, donc. Ça te va? Allez, ouais, 4-13. Je te demande pas si avec un 4-13, il se qualifie en playoff ou pas. Euh, Alors, j'ai des doutes sur les NFC Sud, mais quand même, à 4-13, normalement, tu prends pas le titre. Ça serait très compliqué. Ça serait très compliqué, en effet. 4-13 donc pour les Saints. Voilà comment se termine cette pastille sur les New Orleans Saints. On se retrouve bien entendu demain. Je l'ai dit, on parlera demain d'une autre équipe qui a changé d'entraîneur. On va parler des Raiders. Vous pouvez nous suivre bien entendu sur les réseaux sociaux, sur le site touchdownactu.fr avec une autre vision parce que chaque jour vous avez la preview écrite avec il y a la preview audio, il y a la preview écrite. Elle est écrite par un autre rédacteur qui parle d'autre chose, qui a une autre vision, qui vous explique notamment et qui vous parle aussi de l'équipe type. C'est toujours intéressant de voir à l'instant T, parce qu'on le sait, avec les camps d'entraînement, ça peut changer, mais à l'instant T, quelle est l'équipe type un petit peu de ces New Orleans Saints. Donc voilà, beaucoup de choses encore. Et puis nous, on se retrouve demain pour une nouvelle pastille. Ciao, ciao! When you're a forward thinker, you don't just bring your A game, you bring your AI game. Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people, money, and agents, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward. Is your cash earning 4.25% APY right this very moment? It could be if it was in a Wealthfront cash account. With Wealthfront, you can earn 4.25% APY through partner banks until you're ready to invest. And you get free same-day withdrawals to eligible accounts every day. Yes, even on weekends and holidays. 4.25% APY is not a promotional rate. There's no limit to what you can deposit and earn. And you even get the protection of up to $8 million in FDIC insurance through Wealthfront's partner banks. For same-day withdrawals, just start your withdrawal as late as 9 p.m. Eastern to one of over 550 eligible banks and credit unions to get it the same day. And it takes just minutes to transfer your cash to any of Wealthfront's award-winning investing accounts when you're ready. Sign up is easy. Go to wealthfront.com to get started earning interest and building your wealth today.
Cash account offered by Wealthfront Brokerage. Member FINRA SIPC. Wealthfront Brokerage isn't a bank. Funds are conveyed to partner banks who accept and maintain deposits and provide the interest rate and FDIC insurance. Rate is subject to change. Investment management accounts, which are not FDIC insured, are provided by Wealthfront Advisors LLC, an SEC registered investment advisor.